Hélène Buzetti, Alec Castonguay, Émilie Nicolas, bonsoir. 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 Mélanie Joly, que je vous fais entendre tout de suite, certains ont conclu que le Canada avait un peu haussé le ton, exigeant, demandant une pause, des pauses humanitaires, devrait-on dire, pas une. On écoute. Nous avons besoin de pauses humanitaires, d'une trêve humanitaire à Gaza. Et donc, je suis en contact avec le Qatar, Israël, l'Égypte, les États-Unis, presque tous les jours depuis 3 semaines. Le Canada va demander à d'autres pays de se joindre à l'appel. Bon, c'est des appels qu'on entend depuis une semaine, Hélène, c'est pas nouveau, là? Non, vraiment pas. En fait, je dois préfacer mes propos en disant que je n'ai pas écouté le discours, mais je l'ai lu. Écoutez, ce que Mme Joly dit, c'est essentiellement ce que le premier ministre dit depuis quelque temps. Il y avait eu tout un flottement sémantique. Voilà. Est-ce que c'est une pause, des pauses? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on nous explique que les gens ne comprenaient pas trop, donc on est allé vers le mot trêve. Mais essentiellement, le discours demeure le même et la posture canadienne demeure la même, c'est-à-dire de dire exactement et toujours ce que les États-Unis disent dans ce dossier-là. On n'a aucune originalité dans notre position. La seule chose que j'ai remarquée aujourd'hui, c'est dans le fait que Mme Joly, en tout cas selon la version écrite, a parlé des colons extrémistes qui font des attaques en Cisjordanie. Ça, je ne l'avais jamais entendu dire ça. Mais encore, elle se garde une petite gêne. Jamais elle ne dit à Israël de tenter de contrôler ces colons-là. Jamais elle ne dit que la situation humanitaire à Gaza qu'elle déplore est la conséquence des gestes d'Israël. Alors, il y a encore beaucoup de pudeur à nommer le responsable de la situation. Oui, parce que le vrai débat, et Netanyahou a répondu à la question, Alec et Émilie, le vrai débat, c'était est-ce que les Américains vont demander, non pas des pauses, c'est une évidence, demander des pauses humanitaires, ça va un peu de soi, mais Alec, un cessez-le-feu. Washington n'est pas rendu là, laisse aller Netanyahou pour l'instant. Commentaire, Émilie, Alec. Ouais, ben, si on souhaite qu'Israël ait le droit de riposter, comme on le dit depuis le début, un cessez-le-feu, ça fait pas beaucoup de sens, là. C'est-à-dire qu'on n'a pas terminé du côté d'Israël ce qu'on veut faire. Alors, si on arrête maintenant, évidemment qu'on arrête une marche, on arrête en plein milieu de la marche. Donc, on ne veut pas obliger Israël à arrêter, mais en même temps, on trouve qu'Israël pousse très fort, qu'il n'y a pas beaucoup d'aide humanitaire qui rentre dans Gaza, qu'on pourrait au moins épargner certains couloirs humanitaires. Donc, on essaie du côté du Canada, un peu des États-Unis aussi, mais surtout du côté canadien, à essayer de trouver une façon que les opérations israéliennes se poursuivent, tout en étant plus près de ce que les civils de la Palestine, de Gaza ressentent et vivent. Et donc, c'est pas un équilibre très facile à adopter. On est encore du côté d'Israël, mais on voit bien que la riposte est peut-être démesurée. Depuis maintenant 3 semaines. Alors, on essaie là, de ménager la chèvre et le chou, ce qui n'est pas particulièrement simple dans le cas du Canada. Là. Et Émilie, je vous envoie sur une autre piste, mais vous pourrez revenir sur celle-là. Netanyahou, s'il a parlé aux journalistes étrangers aujourd'hui et en anglais de A à Z, c'est qu'il le sait que la bataille de l'opinion publique, il l'a perdue depuis une semaine, là, Émilie. Il le sait et c'est d'ailleurs, malgré la faiblesse là, de la position américaine sur la question du cessez-le-feu, c'est d'ailleurs ce que les Américains ne cessent de lui dire, c'est-à-dire que si les choses continuent comme ça dans la bande de Gaza, Israël risque de s'isoler sur la scène internationale. C'est la réputation d'Israël à l'étranger qui est en train de prendre une méchante claque. Ceci dit, je pense que c'est important dans ce qu'on dit. Il faut faire attention. Israël n'a pas terminé sa mission. La mission est excessivement mal définie. On ne comprend pas encore ce que ça veut dire éliminer le Hamas dans une ville ou un territoire aussi densément peuplé. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de vie civile? Lorsqu'on dit Israël pousse peut-être trop loin le bouchon, il y a une question de proportionnalité. Toutes les attaques dans les dernières années d'Israël, toutes les répliques d'Israël à des attaques sur les Palestiniennes ont été disproportionnées en termes de nombre de morts de civils. Donc, on est dans quelque chose qui relève d'un scénario qui est très familier. Et jusqu'où on va aller, c'est encore pas défini par Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce que ça veut dire éliminer le Hamas? C'est pas défini par Benjamin Netanyahou. Et finalement, terminant,
Juste une petite note sur les otages qui sont encore en jeu. Il y avait des gens qui demandaient qu'est-ce qui se passait avec les otages. Lorsqu'on bombarde comme ça, de manière presque indiscriminée, des bâtiments en disant le Hamas est là, nécessairement, il y a des bonnes chances qu'on bombarde ses propres otages aussi. Donc, la question de qu'est-ce que Israël fait en ce moment pour protéger ses propres citoyens dans la manière dont il attaque, c'est une autre question pour laquelle il y a très peu de réponses en ce moment. Très bien. On y reviendra, évidemment, malheureusement, j'allais dire, mais évidemment. Je vais sauter tout de suite. On viendra aux négociations dans le secteur public. Je vais sauter à la taxe carbone, à ce 180 degrés partiel. On va écouter Pierre Poilievre qui a réagi au fait que le gouvernement Trudeau a donc annoncé que pour les gens qui se chauffent au mazout, c'est beaucoup dans l'Atlantique qui n'ont pas d'autre choix. La taxe ne va plus s'appliquer. Et réaction de Pierre Poilievre et réaction du ministre Stephen Guilbeault, qui était avec Daniel Thibeault aux coulisses hier, un extrait vraiment intéressant. Justin Trudeau est en train de capoter. Il est en panique totale. Après 8 ans où il a dit qu'on avait besoin d'une taxe carbone pour augmenter le coût de nourriture, de chauffage et de l'essence, il avoue que sa taxe n'en vaut pas le coup. C'est qu'il est en train de shooter dans les sondages et que Pierre Poilievre et les conservateurs de gros bon sens sont en train d'avoir des grands rassemblements à travers le Canada atlantique. C'est pas non plus une décision qu'on va se mettre à créer toutes sortes d'exemptions. On le fait là pour des raisons très précises, mais on va pas continuer à le faire pour autre chose. Êtes-vous prêt à me garantir que ce qui est arrivé jeudi dernier, ça n'arrivera plus? Il n'y en aura plus d'annonces comme ça? Tout à fait. Puis si jamais il devait y en avoir d'autres? Il n'y en aura pas d'autres. Tant que je serai ministre de l'Environnement. Tant que je serai ministre de l'Environnement, Alec, je commence avec vous. Bon, lui, il a dû avaler ça une autre. Certains disent que c'est du pragmatisme, d'autres disent que c'est un recul stratégique. Bref, vous en êtes où, Alec? Non, je pense que c'est une très mauvaise décision et que ce n'est pas la décision de Stephen Guilbeault. Je pense qu'il a bien mis en garde ses collègues contre la brèche que tout ça allait ouvrir, mais que le caucus atlantique a pesé tellement fort qu'on a forcé Justin Trudeau à agir. Et oui, c'est une toute petite mesure, c'est-à-dire suspendre la taxe sur le carbone, sur le mazout résidentiel. Ça n'empêche pas tout le reste de la taxe carbone de s'appliquer à tous les autres domaines. Mais ça fait en sorte quand même qu'on envoie le signal que notre stratégie depuis le début, à laquelle on tenait et qui était un facteur de différenciation important par rapport aux conservateurs, elle est malléable, elle est flexible. Et si on pousse assez fort, on va peut-être être flanché du côté du gouvernement. Et là, vous avez Scott Moe en Saskatchewan qui dit « Vous le faites pour le mazout, nous, on chauffe au gaz naturel. Ça coûte cher, le gaz naturel, depuis 3 ans. Alors, il faudrait aussi qu'on soit exempté et quitte à on va peut-être même plus percevoir votre taxe carbone. On ne vous renverra pas l'argent à Ottawa. » Alors là, dans les autres provinces et dans les autres segments de la population qui se chauffent à autre chose que le mazout, on va se demander pourquoi eux et pourquoi pas nous. Et toute l'architecture de Justin Trudeau, qui est basée sur le signal du prix, c'est-à-dire que si ça coûte plus cher, vous allez transformer vos habitudes, vous allez vous acheter une thermopompe plutôt que de chauffer au mazout. Bien là, on dit, pour 3 ans, en fait, notre signal de prix, vous pouvez l'oublier pour le chauffage résidentiel dans l'Atlantique. Honnêtement, à part une stratégie à court terme parce qu'on chute dans les sondages, et je suis d'accord avec Pierre Poilievre là-dessus, puis on n'est pas souvent d'accord en matière d'environnement, lui et moi, mais là-dessus, je suis assez d'accord qu'il y a une raison politique bien avant tout et que c'est probablement la situation des libéraux dans l'Atlantique qui l'explique. Hélène, 3 jours après, vous en êtes où? Ah, écoutez, c'est une catastrophe de relations publiques, à mon avis. Je pense que Justin Trudeau, avec son annonce de jeudi, a fait plus que Pierre Poilievre et tous les conservateurs depuis 8 ans pour discréditer sa taxe carbone. Il fait 2 choses. Il vient confirmer l'impression, qui est d'ailleurs fausse, que la taxe carbone fait mal au portefeuille, parce que le directeur parlementaire du budget nous a démontré que dans la plupart des cas, les citoyens reçoivent plus ensuite en remboursement. Oui, ils sont remboursés. Expliquez, Hélène, ça vaut la peine pour les gens, là. Ils disent, expliquez. Alors, donc, dans une province donnée, tout l'argent qui est récolté en taxe carbone s'en va dans un pool, permettez-moi l'expression, et ensuite, on en retourne 90 % aux citoyens sous forme de chèques, soit 3 ou 4 fois par année, des fois c'est mensuel, là, je ne sais plus. Ça varie d'un endroit à l'autre. Et donc, les personnes les plus riches, en général, reçoivent moins parce qu'eux, ils ont des grosses maisons, ils prennent plus les grosses voitures, etc. Mais en moyenne, pour à peu près 80 % des contribuables, on reçoit plus en retour que ce qu'on a payé. Donc,
on vient confirmer cette impression en disant « Ah, vous avez mal au portefeuille, on va venir vous soulager ». Et ça donne aussi l'impression, et fortement propulsée par la ministre là, Goody Hutchins qui a fait une déclaration, ça vient conforter cette impression qu'on répond juste aux électeurs libéraux. Dans les faits, la mesure annoncée, elle s'applique à tous les Canadiens qui chauffent au mazout. Et c'est vrai que ça s'applique plus en Atlantique où il y a un pourcentage de foyers qui est beaucoup plus élevé. Mais en nombre absolu, là où il y a le plus de chauffage au mazout, c'est d'abord au Québec. Bon, il n'y a pas de taxe au carbone, mais ensuite en Ontario. Alors, c'est pas vrai que ça va juste profiter à l'Atlantique, mais c'est la perception qu'on vient renforcer. Alors, franchement, c'est vraiment un échec là, sur toute la ligne. Ça ouvre une brèche dans laquelle le mouvement conservateur va pouvoir s'engouffrer et Dieu seul sait les conséquences à moyen terme. Ça donne de l'air, en fait, ça donne du gaz à Pierre Poilievre. Émilie Nicolas, qu'en pensez-vous? Bien, juste rapidement, parce que les gens ne connaissent pas souvent cette réalité-là au Québec, ce qui se passe dans les provinces de l'Atlantique, c'est à peu près 40 des gens à peu près là, qui chauffent au mazout. La plupart des gens, c'est des gens dans les communautés rurales et c'est des gens qui, en termes de revenus moyens, font partie des gens peut-être les moins fortunés de la région. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui, rendus en janvier-février à Saint-Jean, à Terre-Neuve, ont des factures de chauffage à peu près 700-800 $ par mois. Et puis là, on rajoute une taxe sur la carbone là-dessus. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de transition climatique, de transition verte, il va y avoir des cas comme ça de personnes qui ne sont pas parmi les plus riches et les plus puissants du monde, qui se trouvent à vraiment payer un coût pour ça. Et il y a un problème de design dans les politiques publiques lorsqu'on n'aide pas ces gens-là à faire la transition. Il y aurait dû avoir des programmes pour aider les gens qui chauffent au mazout à faire une transition vers une autre source d'énergie bien avant. Et là, ce qu'on fait, c'est suspendre l'application de la taxe sur le carbone sans admettre l'erreur de ne pas avoir aidé les gens à s'adapter avant. Et ce qu'on fait avec les suspensions, c'est on fait une pause de 3 ans pendant laquelle on va vous aider à vous adapter, on va la remettre en place après. C'est extrêmement mal expliqué. Je suis d'accord avec Mme Busetti que c'est un fiasco de relations publiques à cause de ça. Et ça permet à des gens qui n'ont aucune intention de faire une transition énergétique, notamment plusieurs personnes en Saskatchewan et en Alberta, du comté conservateur, qui sont contents de chauffer au gaz naturel, de dire « nous aussi, on veut une exemption », alors que cette logique-là n'a rien à voir avec une logique de transition énergétique, comme c'est le cas dans l'Atlantique. Donc, c'est la situation politique dans laquelle on est en ce moment et ça fait juste souligner l'importance de faire une transition énergétique de manière intelligente et de penser les détails en amont plutôt qu'en aval. Si je peux juste ajouter quelque chose sur ce que Mme Nicolas vient de dire, c'est intéressant. Ceci dit, il y a déjà un programme pour passer à la thermopompe qui permettait d'obtenir jusqu'à 10 000 $, mais ce n'était pas assez. Et là, on vient le bonifier à potentiellement 20 000 $, ce qui fait que pour bien des gens, ça sera gratuit. Et donc, sur le fond, peut-être que cette politique-là est la mieux pensée, dans le fond, parce qu'on va financer le changement. Et Dieu seul sait que le mazout, c'est la source de chauffage la plus polluante, mais on ne le fait pas pour les bonnes raisons. La raison principale pourquoi on cible le mazout, il faut le dire, c'est que dans les 2 dernières années, le prix du mazout s'est complètement envolé, des hausses de 25-70 % et les gens sont venus à associer cette hausse à la taxe carbone, ce qui n'était pas vrai, mais c'est ce qui a donné cette perception qu'il fallait agir. C'est là où on arrive sur le terrain politique et pas purement économique. Bon, bien, je voulais vous parler des négos. Combien il reste 30 secondes? Ce n'est que le début, Alec. Hein? On en a couvert beaucoup, Hélène, Émilie, de ces négociations-là. Oui, on est dans la posture, Alec. Vous avez dit ça 15 secondes. Oui, on est dans la posture. Puis si vous pensez que la journée de grève du 6 novembre sera la dernière, malheureusement, je pense qu'on va avoir un automne où on va être de plus en plus perturbé par les journées de grève. Les syndicats voient ça comme une bataille historique. Alors, ça va en prendre beaucoup pour les faire battre en retraite, là. Hélène, Émilie, Alec, merci beaucoup. On se reparle très bientôt. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.